92 ans bien établis, je vais en avoir 93 dans peu de temps. C'est un peu lourd comme âge. Je dois vous dire vraiment que jusqu'à 90, ça allait à peu près, ça commence à être un peu plus difficile. Ceci dit, vous savez, une vieillesse, ça se prépare avec la vie. C'est toute la vie qui vous amène à cet âge-là. On est obligé de se prendre en charge quand on est jeune, pour tous les aléas qui nous atteignent. Il faut savoir s'adapter, savoir trouver des solutions. Et au fond, c'est un peu la même chose quand on vieillit. On est à un autre rythme. Je ne galope plus. Je suis comme tous les vieillards de mon âge. Je suis un peu branlante. Mais il faut s'adapter à cet âge. Il faut garder une activité. Il faut quand on peut. Je ne vous dis pas que c'est toujours très facile. Il faut, au fond, s'adapter tous les jours à une nouvelle situation, savoir ce que l'on peut faire, savoir s'arrêter, savoir repartir, écouter les autres surtout. Ce sont eux qui nous permettent de vieillir, que ce soit notre famille, mais aussi tout notre entourage, toutes les personnes qui comptent sur nous, toujours. Parce que finalement, la vieillesse, ce n'est pas une maladie. C'est simplement un état difficile à vivre et à assumer. Mais à partir du moment où on s'adapte à cette vie au ralenti, en essayant tout de même de garder une activité, et surtout en se tournant vers les autres, en écoutant ce qu'ils ont à nous dire, tout va bien, vous savez. On peut tout de même être optimiste en vieillissant. Si je peux vous donner ce conseil, voyez toujours les choses du bon côté. De toute manière, les aléas, on en a toute notre vie et on en a aussi au moment de notre vieillesse, avec tous les problèmes que cela peut poser, d'une diminution d'activité, d'une diminution d'attention, une diminution de vie. Madame Cristofini, vous faites aussi partie de l'Université des aidants et vous aidez toujours. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, j'ai beaucoup de chance de rencontrer récemment, l'année dernière, l'Université des aidants où j'ai rencontré des jeunes pleins d'allant qui ont des activités extraordinaires. Vous pourrez visiter cette magnifique exposition qui est à votre porte quand vous allez sortir. Ils ont fait une réalisation étonnante des œuvres que chaque aidant a pu faire tout au long de l'année. C'est vraiment extraordinaire. Il faut absolument que vous alliez la voir et l'admirer. Les aidants, ce sont ceux qui sont toujours chargés des autres, en particulier d'un malade dans leur famille, dans leurs proches. Et ils ont d'autant plus de mérite que c'est extrêmement éprouvant de s'occuper d'un proche très malade. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir aider aussi un peu toutes ces personnes éprouvées qui l'assument avec courage. Et on a quelquefois beaucoup de mal à trouver les mots qu'il faut pour les consoler. Mais je suis très heureuse, sur la fin de ma vie, d'avoir pu rencontrer des personnes aussi aimantes, car enfin, l'amour, c'est finalement la seule chose qui nous sauve. Merci beaucoup, quelle leçon de vie, et on aimerait bien être dans cette forme à votre âge. Merci en tous les cas pour ce témoignage. Restez avec nous parce que sûrement vous aurez encore plein de choses à nous dire tout à l'heure. Pascal Chanvert, ça fait longtemps que vous observez les personnes qui vieillissent et vous avez beaucoup d'idées par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à vieillir en bonne santé, vieillir vieillissement actif, la prévention par rapport à toutes nos fragilités? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
Alors, chère Brigitte Jeanvoine, ça fait longtemps que j'observe les personnes âgées, c'est exact, parce que je dirige des établissements et des services à domicile maintenant depuis 25 ans pour personnes âgées. J'aurais envie de rajouter, ça fait longtemps que je vieillis. Ça fait pas forcément si longtemps que ça que je m'en suis rendu compte, mais je suis convaincu que, et Madame Cristofini l'a un peu dit au fond dans son propos, même si elle peut parler de choses que je ne connais pas, puisque nous avons en gros 40 ans d'écart, moi j'ai 53 ans, donc moi je sais ce que c'est que le vieillissement entre 20 et 53 ans. Et je ne sais pas ce que c'est que le vieillissement entre 53 et 92. Je peux l'imaginer, je peux m'en imprégner à partir de ceux pour lesquels je travaille et à partir des gens qui n'ont pas besoin de professionnels pour vivre, mais je ne l'ai pas vécu. Et je crois que le premier élément sur le vieillissement, c'est ça. C'est qu'est-ce que nous en avons vécu. Alors, tout le monde dans cette salle n'a pas vécu tout le vieillissement. Madame Cristofini, il lui manque encore 30 ans, 27 ans exactement. On va dire 30 ans, et comme ça, elle pourrait être la doyenne de l'humanité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il est possible de vivre jusqu'à 120 ans, puisque Jeanne Calment l'a fait. Ça, c'est le premier point extrêmement important sur la présence dans nos sociétés occidentales d'un grand nombre de personnes âgées et de personnes qui vivent très longtemps. C'est que les personnes âgées nous disent que la vie est longue. Jeanne Calment nous dit qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans. Alors, probablement pas moi, puisque c'est plutôt des affaires de femmes, mais mesdames, parmi vous, regardez-vous, il y a sans doute une cent-vingtenaire. En tout cas, il y a dans cette salle un certain nombre de centenaires. Pour le coup, ce qui me paraît important, c'est d'avoir ça en tête. C'est aussi d'avoir en tête que nous vieillissons tous. Et nous avons tous déjà vieilli. En clair, nous sommes tous vieux. Et je crois que le premier élément de prévention du bon ou du mauvais vieillissement, du vieillissement dans cette société occidentale qui ne supporte pas l'idée de vieillir, qui ne supporte pas les personnes très âgées. J'ai l'habitude de dire que chaque Français aime ses vieux, mais la France n'aime pas les vieux. Mais comme nous avons un certain nombre d'amis européens, sans être désagréable avec eux, je pense que pas plus les Anglais, les Allemands, les Irlandais, les Grecs, les Néerlandais et quelques autres, en gros les Européens, mais aussi les Américains du Nord et les Australiens, les Néo-Zélandais et les Japonais n'aiment leurs vieux au fond. Et c'est ça, enfin, chacun aime son vieux, mais nos pays n'aiment pas les vieux, parce que le monde occidental, il a bâti son développement économique depuis les années 50 sur le renouvellement rapide des biens de consommation et des moyens de production, c'est-à-dire qu'on jette ce qui est vieux, il faut aller vite. Tout ça nous a permis, à nous occidentaux, d'avoir un niveau de vie qu'aucun pays au monde, aucun autre pays, aucune zone au monde n'a atteint, ni qu'on n'avait jamais atteint dans l'histoire de l'humanité, mais dans ce travail, dans cette avancée, dans ces avancées considérables, il y a un certain nombre de points aveugles, et l'un des points aveugles, c'est celui de la relation aux vieux. Et c'est celui de la relation AUX aux vieux, aux personnes âgées, très âgées, mais c'est aussi la difficulté de relation à ce qu'il y a de vieux en nous. Or, en chacun de nous, il y a quelque chose de vieux. C'est-à-dire, Madame Cristofini disait tout à l'heure, quelque chose qui diminue dans l'attention et qui diminue dans la vie. Il y a quelque chose de vieux en nous. Et il y a aussi quelque chose de profondément jeune. C'est ça que l'Occident a du mal à percevoir, c'est que, bien évidemment, Madame Cristofini est une jeune femme. Et bien évidemment, je suis un vieil homme. Mais dire que Madame Cristofini est une jeune femme, ne dire que ça, c'est une insulte à tout ce qu'elle a vécu. Comment, du haut de mes 53 ans, pourrais-je dire « Madame Cristofini, vous êtes une jeune femme », c'est-à-dire, en gros, vous avez une quarantaine d'années, donc vous avez perdu 52 ans de votre vie. C'est faire injure à un ami qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, de lui dire « tu n'as pas changé ». Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de ces 10 années? Alors, j'ai rien fait. J'ai eu des enfants, j'ai eu des petits-enfants, je me suis marié, j'ai divorcé, j'ai changé de job, j'ai été élu, j'ai été battu, si je fais de la politique, et tout ça, ça n'existe pas. Forcément, ça existe. Et donc, je crois que le premier élément d'une prévention du vieillissement, en tout cas, le premier élément d'une vie bonne,
c'est de savoir dès le début qu'on est vieux, qu'on vieillit, et qu'on peut être vieux et être mieux. Et ça, au fond, dans un Occident qui est beaucoup basé sur la matière et sur le corps, nous ne voyons du vieillissement que les effets physiques. À 53 ans, j'ai besoin de prothèses pour lire parce que mon cristallin s'est déformé. À 53 ans, je cours moins vite qu'à 43 et qu'à 33. Pour autant, ce que nous disent toutes les philosophies, toutes les spiritualités avec un Dieu, plusieurs dieux ou sans Dieu, ce que nous disent tous les mouvements thérapeutiques, c'est que si notre corps diminue, et que ça c'est assez inévitable, notre esprit, notre psyché, appelez ça comme vous voulez, ne cesse de grandir. Nous ne cessons de grandir en connaissance de nous, du monde et des autres. Et c'est ça la bonne nouvelle du vieillissement. Alors, chère Brigitte Jeanvoine, j'avais préparé un papier pour une fois. Généralement, dans les colloques, je ne prépare pas. Et parfois, on me dit, mais Chambert, il faudrait qu'il prépare. Alors là, j'avais préparé un gros papier. Je me rends compte que je ne l'ai absolument pas suivi. Donc, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse, parce qu'il ne faut peut-être pas qu'il y ait trop long monologue. Soit je vous lis rapidement mon papier, en 5 minutes, soit on passe à autre chose. On peut lire le papier en 5 minutes, et puis j'aimerais bien que la salle réagisse un petit peu à cette introduction de la définition. Alors, je lis en 5 minutes. En fait, alors je mets mes lunettes, parce que voilà, comme j'ai écrit, comme c'est tapé et que c'est tapé petit, je suis obligé de prendre des prothèses. En fait, le titre était « Prévenir les risques de fragilité des personnes âgées ». Et je me suis dit qu'on pourrait partir sur autre chose qui était les risques qui fragilisent la prévention des personnes âgées. Parce que moi, je vois bien tout ce qui fragilise la prévention. Parce que la prévention, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut en faire, sauf qu'au fond, on en fait assez peu. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fragilise la prévention? Premier élément, la prévention est un investissement public. Et un investissement public, on a trop souvent tendance à l'oublier, et particulièrement l'État, mais aussi les départements. Un investissement public, c'est d'abord une dépense. C'est d'abord une dépense dont on peut éventuellement ensuite attendre des bénéfices financiers ou des bénéfices pour les êtres humains, mais un investissement, c'est d'abord une dépense. Alors moi, je suis frappé aujourd'hui de la position de l'État, on va dire depuis une quinzaine d'années, qui dit on va faire de la prévention, mais il faut que ça rapporte tout de suite. Et pour être sûr que ça rapporte tout de suite, quand on met 1 euro de prévention, on va faire 1 euro d'économie ailleurs. C'est pas comme ça que ça marche. Merci Brigitte Jeanvoine. On est parfaitement d'accord aussi sur ce point. Après, il peut y avoir évidemment des économies. Mais d'abord, la prévention, c'est une dépense, c'est un investissement. Évaluer financièrement la prévention suppose de réelles études économiques. Bien sûr, parce que quand on évalue la prévention, on évalue tout de suite combien ça va coûter. Et on évalue ensuite combien ça pourrait rapporter dans 5 ans ou dans 10 ans. Et quelque chose qu'on n'évalue jamais, c'est le coût du dysfonctionnement, qu'on n'évalue quasiment jamais. Et il faudrait, dans les politiques publiques, imposer que quand on est sur une politique de prévention, quelle qu'elle soit, celle qui nous concerne aujourd'hui, mais toute politique, il faudrait aussi chiffrer le coût des dysfonctionnements. Or ça, on ne le fait pas. Troisième élément, la prévention commence tôt, y compris dans le regard de chacun sur la vieillesse et le vieillissement. Là, j'en reviens au sujet qui nous concerne, et là je ne développe pas puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le grand risque, ce serait de dire qu'il faut limiter la prévention aux plus âgés. Quand on est dans une société qui vante les crèmes anti-âge, qui vante les activités anti-âge, on est dans une activité qui fait courir l'ensemble des individus à leur propre perte. Avoir une politique anti-âge, c'est une politique dans laquelle on est sûr de perdre. Il vaut mieux avoir un comportement pro-âge. Parce que l'âge, c'est le temps qui passe, et le temps qui passe, en tant qu'être humain, nous n'y pouvons rien. Le temps passe. Donc, essayons les uns et les autres de prendre du recul par rapport à cette opinion publique, à cette doxa qui nous rabâche en permanence, qu'il faut que nous restions jeunes. Nous serons toujours jeunes, une partie de nous sera toujours jeune. Simplement, acceptons qu'une partie de nous vieillit, et acceptons qu'une partie de nous qui vieillit va moins bien, c'est le physique, mais qu'une partie de nous qui vieillit va mieux, c'est une fois de plus notre compréhension de nous, du monde et des autres. Le vieillissement est réussi quand la personne âgée ou jeune assume son âge.
Je crois que c'est une hygiène de vie. Moi, je le fais maintenant systématiquement. Quand on parle de question d'âge, on ne peut pas ne pas dire son âge. C'est une question d'hygiène de vie. Arrêtons d'essayer de faire croire qu'on a 5 ans de moins, 2 ans de moins, 10 ans de moins. On s'en fout. Après, je n'ai rien contre les gens qui mettent des crèmes sur leur visage. Je n'ai rien contre les gens qui font de la chirurgie esthétique. Moi, je suis le gourou de rien, je n'ai rien à vendre, simplement à proposer des idées et des réflexions. Ça ne me gêne pas. J'imagine que 3/4, si c'était 90% des femmes de cette assemblée, mettent de la crème sur leur visage pour être plus belles. C'est pas interdit d'être plus belle. Non, mais pour... je ne rentre pas dans les questions. Certains ou certaines ont déjà peut-être eu des interventions de chirurgie esthétique. Ça n'est en rien gênant. Chacun, dans notre société de liberté, fait bien ce qu'il veut. Simplement, je pense que ça peut devenir gênant si on commence à se dire qu'on fait de la chirurgie esthétique ou qu'on met de la crème pour faire 5 ans de moins, 10 ans de moins. Parce que là, on se ment par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, on va le payer à un moment ou à un autre. Donc, mettez de la crème, faites de la chirurgie esthétique, faites du sport pour être bien dans votre corps et bien par rapport à vous-même, et faisons-le. Je ne vois pas pourquoi je m'exclus de cela. C'est bien qu'on soit à l'aise dans le corps qu'on habite, dans le corps qui est le nôtre. C'est bien qu'on soit en paix avec ce corps, parce que nous n'en avons pas d'autre. C'est bien qu'on en prenne soin, et c'est bien qu'on prenne soin de nous. Simplement, ne nous mentons pas. Ce corps, il vieillit. Juste, sachons-le. Et donc, ça nous évitera de grands désagréments le jour où quelqu'un nous renverra que nous faisons 2 ans de plus que notre âge, ou 5 ans de plus. Toute sensibilisation aux conséquences physiques du temps qui passe est utile. Ça, je l'ai un peu dit, mais croire que les risques de santé ne concernent que les autres, ça, c'est évidemment tout le risque dans nos sociétés. Et là, c'est tout le rôle des politiques de prévention, c'est toujours de penser que ça peut nous arriver. Pour autant, la prévention, c'est éviter la naïveté. La prévention, ça ne doit pas être non plus sombrer dans la paranoïa. Le précédent gouvernement, Xavier Bertrand, quand il était ministre de la Santé, vous le savez, a sorti un décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Nous avons eu avec lui un grand débat pour savoir si les espaces privatifs, des logements foyers, des maisons de retraite, des résidences-services, des unités de soins de longue durée, étaient des espaces privés ou publics. Et un certain nombre de professionnels de la santé publique disaient qu'il faut interdire aux personnes âgées de fumer dans leur chambre. Au nom de quoi, grand Dieu? Quand vous avez 90 ans, que vous avez fumé toute votre vie 2 paquets de cigarettes par jour, ça sert à quoi de venir vous expliquer que ne pas fumer, c'est de la prévention? C'est une sottise, bien évidemment. Moi qui suis non-fumeur, je le sais, bien évidemment que nous savons tous qu'il vaut mieux pas fumer que fumer. Maintenant, la prévention, à un moment donné, ça ne sert à rien. Et la prévention, c'est utile quand c'est un discours d'ouverture, pas quand c'est un discours de contrainte. Et nous avons réussi à convaincre Xavier Bertrand d'autoriser les personnes âgées, de ne pas leur interdire de fumer dans leur espace privatif, de même que chacun a le droit de fumer chez lui ou dans la rue. Puis dernier élément, j'avais noté 7 items, enfin on pourra en trouver 8, 9, 10, 11, 20, ce sera l'intérêt de notre échange de tout à l'heure, mais je l'ai beaucoup développé donc je n'y reviens pas. Rappelez que si le corps faiblit, le psychisme, lui, ne cesse de se renforcer. Et donc, pour reprendre un slogan que Geneviève Larocque affectionnait tout particulièrement, parce que je partage ce que Brigitte Jeanvoine a dit sur Geneviève Larocque, qui nous a appris beaucoup et qui m'a appris beaucoup, vieillir, c'est grandir.